Pourquoi est-ce que certains comme moi insistent autant sur la notion de souveraineté? La souveraineté, pour la définir, c'est très simple. C'est la compétence pleine et exclusive au sein d'un territoire. C'est l'idée qu'en gros un pays peut faire ce qu'il veut. Or là, la France n'est pas une nation souveraine, quoi qu'on en dise. La France n'est pas souveraine, et l'intérêt de la souveraineté, justement, c'est de pouvoir choisir avec qui s'allier. Manque de bol, la France n'a pas d'autre choix que de s'allier aux États-Unis d'Amérique. Elle n'a pas le choix dans deux sens. Dans le sens où elle est dans l'Union Européenne, qui est une institution qui n'a aucune raison d'exister, étant donné qu'elle met ensemble plein de pays qui ont des intérêts complètement divergents. Bien évidemment, l'image d'Épinal, enfin les deux pays qu'on ressort à chaque fois, c'est la France et l'Allemagne. Déjà ça, et surtout, toute la classe politique est vendue à la cause européenne, en fait. Aujourd'hui, un politicien ne peut plus dire qu'il veut sortir de certaines institutions européennes, ou alors rien que le fait de dire qu'on va renégocier les traités, c'est impossible. C'était un coup de maître d'ailleurs des politiciens de l'Union européenne, puisqu'ils nous ont fait comprendre, ils ont inventé le principe de souveraineté européenne pour nous faire croire qu'on est toujours souverain. Et en fait, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse plus remettre en cause l'Union européenne alors que c'est une institution politique. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les décennies à venir, il va être vital pour toutes les grandes puissances, et la France en fait partie, il va être vital pour toutes les grandes puissances de choisir avec qui on va s'allier. Or, là, plus le temps passe et plus on est en train de réaliser que la France a parié sur le mauvais coq. Cette vidéo est à charge contre Joe Biden, mais je ne veux surtout pas qu'on pense que je défends Donald Trump. Je n'ai pas envie de défendre Donald Trump. Contrairement à beaucoup de droitards, non, je ne pense pas que c'était un bon président. C'était un excellent chef d'État, c'était un diplomate prodigieux, c'était un très bon administrateur, un très bon gouverneur, mais un président, non, ce n'était pas un bon président. Parce que la vocation d'un président est d'unir. Je crois que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait eu un très bon souvenir de Donald Trump, puisque en effet, sous sa présidence, les réformes qu'il a mises en place ont permis d'accélérer l'économie, ont permis de dynamiser la production, au point que les gens ils étaient très contents et sa popularité augmentait. Manque de bol, il y a eu deux choses. Il y a eu le Covid, il y a eu George Floyd. C'est pour ça que sa popularité s'est effondrée. Mais il y a une autre raison pour laquelle moi je n'aime pas Donald Trump, c'est que il se comportait comme le pire. Il n'avait pas de discours qui permette d'unifier les gens. Il était militant pour sa cause, pour son élection, mais il n'a jamais cessé d'être militant. C'est-à-dire que pendant toute sa carrière, il n'a cessé d'avoir les mêmes discours, d'invectiver la gauche, alors que, qu'importe ce qu'on pense de la gauche, ça représente quand même à peu près la moitié des États-Unis. Donc, il n'a pas eu ce discours d'unité. Je vous disais que la France doit mieux choisir avec qui elle s'allie, parce que les États-Unis sont objectivement un empire en déclin. Il faut lire Après l'Empire, qui est un livre de Emmanuel Todd, qui se lit très facilement. C'est un essai, il fait à peu près 200 pages, et c'est, je pense que, à ma connaissance, c'est le livre d'Emmanuel Todd le moins long, ce qui est déjà très cool. Vous pouvez aller le lire sans problème, où, en gros, il explique dans un paragraphe que l'attitude géopolitique des États-Unis relève de l'irrationalité, surtout par rapport à ses anciens ennemis, qui eux sont dans une démarche de normalisation, de démocratisation, comme Cuba, l'Irak, la Chine. Les États-Unis sont beaucoup trop agressifs face à eux. Et c'est pile dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On a cet article du Fédéraliste qui nous explique: si les républicains veulent garder leur majorité, ils doivent demander la démission de Joe Biden. C'est la procédure de impeachment qui se traduit par destitution. En gros, les républicains, en ce moment, ils vont tout faire pour destituer Joe Biden à cause de plein d'affaires. Ça a commencé bien avant l'élection de Joe Biden et ça va continuer après son mandat. Et en ce moment, on est en plein dedans. Les États-Unis sont en déclin. Et ce qui montre que les États-Unis sont en déclin, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'un empire est sur le point de s'effondrer? Celui qui est à sa tête, c'est jamais le même. T'as des règnes qui durent 20 minutes, mais surtout les luttes fratricides, les luttes de couloir. On sait plus quand celui qui est à la tête de l'empire va mourir assassiné. T'as des règnes qui durent 20 minutes. L'Empire romain, c'était ça. T'avais déjà, les derniers empereurs romains n'étaient pas romains, c'était des barbares. Mais surtout, leur règne, il y en a qui duraient quelques jours. Là, on n'en est pas encore là. On en est un peu loin. On est loin de l'Empire romain, puisque les États-Unis restent la première puissance mondiale. Ils sont quand même une puissance respectable, pour être gentil. Sauf que là,
les républicains et les démocrates sont en guerre. Il n'y a jamais eu autant de tensions, en tout cas ces dernières années, surtout depuis la guerre d'Irak, il n'y a jamais eu autant de tensions entre les démocrates et les républicains. Là où il y a eu le plus de tensions, évidemment, c'était la guerre de sécession. Là, c'était carrément la guerre civile. On n'en est pas là. Mais je pense que si la population était aussi armée, si la population était aussi prête à la guerre qu'au 19e siècle, on serait complètement dans une guerre depuis quelques années aux États-Unis. Je vous dis ça parce que le personnel de la Maison-Blanche, je pense qu'ils passent le plus clair de leur temps à préparer des procédures judiciaires. Que ça concerne Joe Biden ou son fils. Son fils, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette histoire. On va y revenir plus tard, mais bon, je veux vraiment que vous gardiez ça en tête, les États-Unis sont une puissance en déclin. La France doit s'éloigner de l'influence des États-Unis parce que c'est une bombe à retardement. Je dis pas qu'il va se passer un gros truc, un effondrement du nouvel ordre mondial, tout ça, non, c'est pas ça. C'est que la France, stratégiquement, ne peut pas se permettre de voir ses grandes orientations géopolitiques dictées par un empire, donc les États-Unis. Leur président ne peut plus parler sans prompteur, est complètement sénile, on ne comprend plus ce qu'il dit. On pense même qu'il fait des opérations de chirurgie esthétique, c'est plus ou moins avéré que le fait qu'il ait des prothèses sur le visage. Et il s'endort devant des responsables politiques très importants. Voilà, ce mec, je sais pas vous, je n'ai pas envie de me moquer de lui. J'ai plus pitié de lui en fait, comme on aurait pitié d'un vieux perdu qu'on trouve dans la rue. On a tous eu cette expérience où on tombait sur une mamie ou un papy qui était perdu, on venait lui parler pour être sûr qu'il n'était pas complètement perdu et en fait il fallait le raccompagner chez lui. Bah là c'est ça en fait. Il y a beaucoup plus grave que ça. Le fait que Joe Biden soit complètement sénile, le fait qu'il ne puisse plus parler sans prompteur, il y a beaucoup plus grave que ça. Puisque, je persiste à le dire, et je vais continuer à préciser que, encore une fois, je ne défends pas Trump, mais Joe Biden est 100 fois pire que Donald Trump. 100 fois pire. J'exagère pas. 100 fois pire. Pourquoi ? Si Donald Trump était toujours président, ou alors s'il y avait eu un autre président, Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine. Jamais. Ça lui serait même pas passé par la tête. Et l'Ukraine n'aurait pas perdu autant de territoire. Puisque pour l'instant, ça a été le principal effet de la guerre qui a commencé l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'on dit, et c'est vrai, on le dit souvent ça, le fait que Trump n'aurait jamais laissé Poutine et Poutine n'aurait jamais attaqué l'Ukraine si Trump était toujours président. Déjà, le truc évident, c'est que Trump, il avait cette image de faut pas le chercher. C'était pas un va-t-en-guerre. Le président le plus va-t-en-guerre qu'on a eu ces dernières années, c'était Barack Obama, clairement. Trump n'a pas causé de nouvelles guerres, il n'a pas causé de regime change, il n'a rien fait de tout ça. C'était un isolationniste et c'est pour ça que Poutine serait resté sur le statu quo. Le statu quo de 2015. Si Trump avait été président aujourd'hui. Il y a ce côté un peu homme fort. Parce que oui, Trump, c'était un homme fort. Hein. Les gens qui ont bossé dans son administration, apparemment, Donald Trump, soit il t'adorait, soit il te virait. C'est-à-dire que s'il ne considérait pas qu'il pouvait te faire à 100% confiance, c'était la porte immédiatement. Il a fait un changement massif dans l'administration, il a purgé bien comme il faut l'administration, il s'est servi lui-même du même qu'il a établi durant sa carrière à la télé-réalité, donc you're fired, t'es viré. Bah là c'était littéralement ça, hein. C'était limite prophétique. Mais voilà, Trump s'était donné à Poutine cette image d'homme fort. Un homme fort, j'essaie pas de le valoriser ou quoi que ce soit. Mais en gros, quelqu'un qui tient son pays, qui est isolationniste. Et cette posture d'isolationniste, ça voulait dire que Trump n'allait jamais tenter quoi que ce soit vis-à-vis de Poutine, et en échange, Poutine n'allait jamais tenter quoi que ce soit vis-à-vis de Trump. Sauf que là arrivent les démocrates. Les démocrates, c'est pas que c'est des va-t-en-guerre, c'est ce que j'appelle la désillusion néoconservatrice. Je vous explique. L'Ukraine, malheureusement, souffre du fait que Biden est président, parce que les démocrates, et surtout l'aile de Biden, un peu centre-gauche, hein, qu'on se le dise, pour eux, je précise, cette aile-là, c'est une aile qui est éminemment va-t-en-guerre. C'est les héritiers des néoconservateurs. Les néoconservateurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui portent l'idéologie selon laquelle les États-Unis doivent intervenir activement, militairement, dans tous les pays de la planète, jusqu'à ce que tous les pays de la planète deviennent des démocraties parlementaires libérales,
au modèle des États-Unis ou alors au modèle des pays européens. En gros, ils veulent qu'il y ait partout des démocraties. Pour l'instant, tout ce que ça nous a donné, c'est des guerres. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais de Daniel Conversano. Tout ce que ça nous a donné, c'était des guerres en fait. Et pourtant, ils persistent là-dedans. Les démocrates ne supportent pas, en tout cas de leur propre interprétation, ils ne supportent pas qu'on revienne à un équilibre de guerre froide. Parce que quand la guerre froide s'était terminée, pour moi la guerre froide ne s'est jamais vraiment terminée, c'était plus l'effondrement de l'URSS en 91. Quand l'URSS s'est effondrée en 91, les États-Unis avaient ce sentiment d'hyperpuissance. Et ça a duré jusqu'à 10 ans plus tard. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé 10 ans plus tard à New York, parce que sinon YouTube va encore me flinguer. Mais bon, il y avait ces 10 ans durant lesquels les États-Unis avaient le sentiment d'être les maîtres du monde, d'être des intouchables, et de pouvoir, de surcroît, définir la politique de tous les pays de la planète jusqu'à ce que la politique et la géopolitique de tous les pays de la planète servent leurs intérêts. L'idéal néoconservateur, c'est ça, c'est que tous les pays de la planète aient exactement le même régime politique, exactement le même système économique. Comme ça, les Américains peuvent tout simplement écouler leurs marchandises et ils peuvent avoir cette influence-là. Je sais pas, peut-être que ça les fait bander. Ce que dit Emmanuel Todd sur le fait qu'ils sont très agressifs envers leurs ennemis, alors que leurs ennemis, et ça va que dans un seul sens, hein, les ennemis des États-Unis, les rogue states, l'idée qu'il existe des États qu'il faut éliminer, ou alors soit on les nucléarise, soit on fait un regime change, un changement de régime, donc c'est pas un anglicisme, hein, c'est un vrai concept. Et je vous dis tout ça pour vous expliquer que les démocrates, les gens qui pensent que les gentils c'est les démocrates et les méchants c'est les républicains, parce que les républicains ils sont racistes, mais vous avez rien compris. Hein. Donald Trump c'était une rupture dans la géopolitique américaine, parce que la géopolitique américaine jusque-là avait tout le temps résisté aux alternances de couleurs politiques. Que ça soit démocrate, c'est une réalité dans la littérature scientifique en géopolitique. Que ça soit républicain ou démocrate, quasiment depuis Carter, hein, on peut le dire, que ce soit républicain ou démocrate, il y a toujours eu la même politique. En gros, les pays qui nous plaisent pas, on envoie l'armée, on fait un changement de régime. Donald Trump, ça a été le seul à ne pas faire ça. Donald Trump, le seul président depuis très longtemps qu'on a eu, et encore une fois, je ne le défends pas, le seul président qui n'a pas enclenché de nouvelles guerres. Je pense que le camp démocrate a directement enclenché cette guerre, puisque c'est depuis 2020, depuis l'élection de Biden, que les démocrates disent à la télé on va armer l'Ukraine pour combattre la Russie. Si vous voulez, je vous fais une vidéo entière pour vous expliquer ça. Parce que c'est quand même très important. Il faut rappeler ça. Il faut rappeler que quand je vous disais que la faute, c'est des deux côtés, c'est que oui, Poutine a lancé l'attaque, sauf que ceux qui ont fait en sorte que cette guerre arrive, qui ont tout fait pour que Poutine attaque, c'était les démocrates. Ça les fait bander. Tout simplement parce qu'ils n'aiment pas l'idée qu'on revienne à un équilibre de guerre froide. Ils ont l'impression de revenir à un équilibre de guerre froide alors que c'est pas le cas. Là, la conséquence qui est complètement irrationnelle. Complètement irrationnelle. J'appelle ça la désillusion néoconservatrice, où en gros, ils pensent que parce qu'ils ont la première armée du monde, tout le monde doit les respecter. Ils ne supportent pas le fait que t'es la Chine, que t'es l'Inde. L'Inde dans la guerre froide, c'est quand même très ironique ce qui se passe. Hein. L'Amérique du Sud, les pays des BRICS. Ils ne supportent pas que ces pays-là se tournent vers la Russie plutôt que vers les États-Unis. Comment est-ce que tu veux que des pays qui ont des hommes forts comme Xi Jinping se tournent vers les États-Unis alors qu'ils peuvent parfaitement se tourner vers Poutine? Sachant que les États-Unis, regardez leur président. Regardez leur président et surtout, personne n'aime cette attitude de va-t-en-guerre parce que c'est une attitude coloniale. Il y a des gens qui disent que les États-Unis, en gros, c'est grâce aux États-Unis pendant la guerre froide que l'expérience coloniale s'est arrêtée. Non, les États-Unis, j'hésite même à dire que c'est pire qu'une colonie. Parce qu'en fait, ils justifient le fait de complètement te ruiner ton pays et se barrer à condition qu'ils peuvent installer une démocratie. Ça n'a aucun sens. Il fallait que je vous fasse cette longue section pour vous expliquer que les démocrates sont l'ennemi dans cette histoire. Je parle pas de la guerre en Ukraine, non, l'ennemi dans cette histoire, c'est-à-dire dans tout. Pour moi, les démocrates, c'est vraiment les ennemis. Ils voulaient activement faire la guerre à la Russie, et ils le disaient bien avant que Poutine ne lance son attaque. Poutine, il a tout simplement choisi d'attaquer le premier. Parce qu'il s'est dit, soit c'est les Ukrainiens qui m'attaquent soutenus par les États-Unis, parce que ça fait depuis très longtemps qu'on est en train de les armer, que les États-Unis sont en train de les armer, soit c'est moi qui attaque. Il a décidé d'attaquer. Et encore une fois, est-ce qu'il avait tort? Objectivement oui, parce que du coup il y a des gens qui crèvent, mais est-ce qu'il avait tort sur un point géopolitique? Je ne pense pas. Donc,
Il y a plein d'affaires pour lesquelles ils veulent destituer Joe Biden. Je vous disais que les deux camps sont en guerre. Il y a déjà toutes les procédures judiciaires envers Donald Trump qui a été arrêté. Ce n'étaient pas des images créées par l'IA. Donald Trump a vraiment été arrêté. Ils ont vraiment fait un raid dans sa maison. Et ces derniers jours, en gros, Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, qui avait un ordinateur, on a retrouvé des images de pédopornographie dans son ordinateur et des preuves selon lesquelles il entretient des business dans une zone grise au niveau légal. On dit ça pour rester gentil. Mais en fait, maintenant, il va se faire juger alors qu'il y a des preuves. Ce qui est très chiant avec la politique des États-Unis, c'est qu'en fait, tu as des représentants de l'opposition, ou alors tout simplement des politiciens, que ce soit des responsables ou pas, qui te disent j'ai les preuves de machin truc. Sauf que ils attendent le mois d'octobre pour sortir les preuves. Pourquoi ? Parce qu'en novembre, il y a les élections. Et ils veulent, c'est ce qu'on appelle la October Surprise. C'est un truc qui est très connu dans la politique des États-Unis. C'est qu'en gros, tout le monde attend octobre pour lâcher les affaires en préparation des élections du mois de novembre. C'est pour ça que c'est assez chiant, hein. Il y a des gens qui disent qu'on a des preuves, il y a des gens qui disent que non, qu'on n'a pas de preuves, c'est pas compris, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que niveau judiciaire, il y a tout le temps ce genre d'affaires. Ça va tout le temps super loin et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller puisque les preuves sont entre les mains de politiciens qui vont les utiliser comme on joue des cartes dans un jeu de poker, hein. Tu attends le dernier moment pour asséner ta meilleure carte. Là, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que ils disent que Hunter Biden, désolé l'image s'est bloquée pendant 3 secondes, ils disent que Hunter Biden, il n'a pas payé 100 000 $ en taxes et qu'il était poursuivi pour ça, ce qui n'a aucun sens, hein. L'autorité, on va dire le fisc américain, quand tu as une somme qui n'est pas remboursée, non, ils te poursuivent pas, c'est juste qu'ils t'annoncent que il faut que tu la rembourses et ensuite tu la rembourses. Non, là c'est beaucoup plus gros que ça, hein. Là, c'est... En gros, je vous la fais courte, mais il y a des affaires de détournement d'argent. 10 millions de dollars dans une affaire offshore. Je vais pas détailler plus que ça par rapport à cette affaire parce que même pour l'instant c'est toujours un peu voilà, on sait pas exactement ce qui se passe et c'est un des trucs qui sont retenus contre Joe Biden puisque là cette affaire, ce qui est le plus important, c'est pas la somme parce que 10 millions de dollars, surtout pour le clan Biden, c'est dérisoire. Non, là ce qui est très important, c'est que Joe Biden, à chaque fois, ses représentants ils font des déclarations. Et des fois, ils disent qu'il était au courant de ses business, des fois, ils disent qu'il n'était pas au courant, puisque là, ils essaient même pas de le nier. On sait qu'il y a des affaires de business de 10 millions dans des affaires offshore, et en général, on sait ce que ça veut dire. Les États-Unis, économiquement, ils sont plutôt libéraux. Donc, si t'es aux États-Unis et que tu fais des trucs offshore, donc en dehors des États-Unis, ça veut dire que c'est pour faire du détournement d'argent ou alors de l'optimisation fiscale, on sait pas. Dans tous les cas, il y a des procédures qui sont en cours. Et on pense que Joe Biden est impliqué, moi je suis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé des SMS où il y avait donc des SMS du fils de Joe Biden, Hunter Biden, où il disait... Par exemple, ouais, donne tout pour que mon père s'en charge, ouais, tout pour mon père. En fait, il disait des fois mon père, my dad, ou alors il disait everything for the big guy, le grand gars. On pourrait peut-être le traduire comme ça. Donc oui, clairement, il faisait référence à Joe Biden pour certaines de ses histoires. Il y a aussi les Twitter Files. Franchement, allez lire les Twitter Files. Je vais faire une autre vidéo dessus parce que là, j'aurai pas le temps, mais allez lire les Twitter Files où en gros, on a découvert que le gouvernement des États-Unis avait fait en sorte d'effacer certaines affaires, dont l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden qui contenait des preuves et des trucs atroces que vaut mieux que j'évoque pas une deuxième fois. Et surtout, t'as Mark Zuckerberg qui a avoué face caméra que le FBI l'avait contacté pour qu'il limite l'impact de cette histoire et qu'il censure le plus possible pour pas que les gens parlent de cette histoire. Donc encore une fois, tout le monde nous a traités de complotistes. Donc cette histoire de impeachment. Je vais vous mettre quelques articles en description, je vais pas tout lire parce que ça va prendre des plombes et en fait c'est vraiment une affaire, ça commence à dater maintenant de plusieurs années. En gros, ce qui s'est passé c'est que ils ont reçu de l'argent, il y a des confirmations partielles dont et là on peut estimer qu'on commence à aller dans des degrés de crédibilité qui sont supérieurs à la norme de quand on parle d'intox. Là pour le coup, il y a des lanceurs d'alerte qui viennent du FBI et de la IRS. IRS, en gros, c'est l'autorité des impôts pour les États-Unis, c'est l'équivalent du fisc en France. En gros, qui ont confirmé le fait que les gens de la famille Biden avaient reçu de l'argent de comptes à l'étranger. Et on suspecte très fortement, sachant qu'ils ont essayé de les cacher. Donc au mieux, c'est du blanchiment d'argent. Au pire, ce sont des affaires de corruption. Quand on sait à quel point l'administration Biden est confuse sur pas mal d'aspects, et quand on sait à quel point il y a des histoires antérieures à ça,
de corruption. Donc le clan Biden, ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils sont corrompus. Quand on sait qu'il y a on va dire une suspicion du fait qu'il y ait une ingérence de la part d'intérêts extérieurs aux États-Unis dans l'élection de Joe Biden, voilà, ça fait quand même un bon gros taffumant. L'affaire avance très lentement puisque Hunter Biden est constamment dans des procédures judiciaires et là, il a admis lui-même qu'il avait des pratiques financières douteuses, donc on est encore une fois dans des comptes offshore. Il a admis qu'il y avait des preuves dans son ordinateur. Donc pour le moment, cette affaire d'ordinateur est toujours pas élucidée et je pense que ça n'ira pas trop loin puisque comme l'affaire de Libération, je pense qu'il n'y aura pas de procédure judiciaire puisque ça remettrait en cause la position de certains qui sont trop puissants pour que les gens qui s'intéressent à cette affaire restent en vie. On a cet article, donc encore une fois, tout est en description. Donc on a cet article, puisque le mec dont on n'a toujours pas parlé dans cette vidéo, c'est McCarthy, qui est en gros le speaker, c'est le président de la Chambre des représentants aux États-Unis, donc Kevin McCarthy. C'est lui dont on parle le plus en ce moment, puisque c'est lui qui a évoqué le fait de lancer une inquiry, en gros une enquête, bon c'est un peu différent, mais en gros une enquête, une collecte de plus, une collecte de preuves sur tous ces business-là. En fait, il veut impliquer la Chambre des représentants, il veut impliquer le Parlement des États-Unis, il veut mettre en œuvre le plus d'acteurs, le plus d'outils politique et judiciaire pour aller au fond de cette affaire puisque c'est très 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 dilué un peu partout et je pense que ça va être très difficile de trouver des preuves. Donc je pense qu'avec cette procédure de impeachment, de destitution, en gros ils veulent tomber sur le maximum de preuves, ils veulent empêcher le clan Biden de dissimuler ses preuves comme ce qui a été fait, ce qu'ils ont tenté de faire avec l'ordinateur portable. Donc on va dire ça. Le speaker de la Chambre américaine de représentants, McCarthy, a déclaré mardi qu'il a envisagé d'ouvrir une enquête en destitution contre Joe Biden si son administration ne parvenait pas à fournir les informations demandées par les comités enquêtant sur le président américain et sa famille. Donc voilà, c'est purement politique. Ou en gros, les républicains, ils se disent, oui, là pour le coup, ça fait des années qu'on accumule des preuves contre le clan Biden. Là, ça serait bien de tirer la première balle. Non, pas tirer la première balle, parce que là, pour le coup... ils sont en guerre depuis très très longtemps, genre vraiment à coup d'affaires judiciaires, ça n'arrête jamais. Toutes les semaines, on a un rebondissement. D'ailleurs, c'est très cool à voir. En réalité, ça serait sûrement très chiant pour les gens qui sont dedans, vu que bon, ça reste de la bureaucratie. Donc... la Maison-Blanche a qualifié ces accusations de folles théories conspirationnistes, voilà, comme d'habitude. En gros, folles théories conspirationnistes, vous êtes des conspis, vous êtes des complotistes, et au final, 3 mois plus tard, on se rend compte que les gens qu'on avait traités de complotistes, ils avaient raison sur toute la ligne. Les comités continuent de mener leur enquête, a déclaré Kevin McCarthy aux journalistes. Si les départements exécutifs fédéraux refusent de nous permettre d'accéder aux informations que nous demandons, cela pourrait mener à une enquête en destitution. Les républicains ont évoqué l'idée d'ouvrir une procédure en destitution contre Joe Biden peu après avoir remporté une majorité à la Chambre des représentants. Les déclarations de Kevin McCarthy interviennent alors que Hunter Biden doit comparaître mercredi devant le tribunal du Delaware pour répondre de 2 chefs d'accusation de non-paiement volontaire de l'impôt et de délits liés à la possession d'armes à feu. Non mais ça c'était une histoire incroyable. À chaque fois on a des histoires de drogue avec le clan Biden, mais là c'est le truc le plus stupide que j'ai vu. En gros, Hunter Biden, il voulait acheter une arme à feu, sauf que aux États-Unis, quand tu veux acheter une arme à feu, on fait plein de vérifications, on te pose plein de questions, ce qui est normal, ça dépend des États. Il y a des États où c'est limite s'il n'y a pas des distributeurs de Glock dans les stations-service. D'autres États c'est très compliqué, si on te trouve avec un flingue, même si c'est autorisé, on t'arrête. Bref, c'est très compliqué. Les armes à feu aux États-Unis, c'est très loin d'être un seul régime unifié. Non, en fonction des États, en fonction de la culture de chaque État, et bien sûr de la couleur politique de chaque État. Donc, Hunter Biden, ce qu'il voulait faire, il voulait acheter un gun, et on lui a demandé s'il prenait de la drogue, et il a menti. Et bien évidemment, on sait que Hunter Biden, c'est un gros coquet sa mère. C'est n'importe quoi cette histoire. Et sans parler, bien évidemment, il y a quelques semaines, on a retrouvé de la cocaïne dans la Maison Blanche. On sait pas qui. De toute façon, à ce stade, on s'en fout. C'est là où je vous disais que la France doit s'émanciper de l'influence des États-Unis. Comme ça, elle peut commencer à choisir elle-même ses alliés. Parce que faut plus compter sur les États-Unis. C'est bon, c'est foutu. C'est un empire en déclin.
On finit par le fils du président américain a accepté de plaider coupable pour 2 délits de non-paiement délibéré de l'impôt sur le revenu et de conclure un accord qui pourrait lui éviter une condamnation pour un délit lié aux armes à feu. Voilà, en gros, c'est un cache-misère. Hein. En gros, là, les Biden, ils ont envoyé leur fils au casse-pipe. Ils se sont dit, vas-y, on va faire comme si on avait réglé cette histoire. Comme ça, les Américains, ils sont trop cons. Ils vont lire qu'il y a des histoires de thunes et de remboursement d'impôts. Ils vont confondre avec le truc des business offshore. Du coup, ça fera office de cache-misère. Les gens, ils vont passer à autre chose. Surtout en sachant que les procédures aux États-Unis, les procédures judiciaires et surtout tout ce qui a trait à l'impôt, tout ce qui a trait aux questions financières, ça prend un temps de fou. Ça, c'est vraiment des années que ça dure, cette histoire. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je reste sur ma position. Je n'aime ni les républicains, ni Donald Trump, mais on ne peut pas nier objectivement, rien que en termes de vie humaine, rien que ça, Biden a été un président atroce. Il est l'héritier de Obama qui, selon moi, Obama est un criminel de guerre qui devrait être jugé. Mais bon, c'est Obama, hein, c'est pas le premier venu qui va le foutre dans une audience pour crime de guerre. Mais je pense qu'il devrait être jugé pour crime de guerre. Obama qui, d'ailleurs, a déporté beaucoup plus de latinos que Donald Trump. Son surnom, d'ailleurs, c'était le déporteur en chef. Hein, y a des blagues qui se font toutes seules. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Joe Biden devrait être destitué ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est urgent de destituer la première puissance mondiale de cette famille de mafieux. Si je devais faire une vidéo où je devais couvrir toutes les affaires de corruption de la famille Biden, la vidéo durerait 3 jours. Franchement, ça pourrait alimenter toute une chaîne. Hein. Les affaires de la famille Biden, c'est un clan de corrompus, c'est un clan de drogués, de coquets. Ils ont rien à foutre. Surtout là, Joe Biden, c'est le président, mais bien évidemment, ça fait les petits privilèges pour sa famille. Ils s'en privent pas. Il y a ça aussi en France un petit peu. Est-ce que vous pensez que Joe Biden devrait être destitué ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump, tout simplement ? Est-ce que vous pensez que Donald Trump aurait fait un meilleur président que Joe Biden ? Je ne pense pas qu'il aurait fait un meilleur président. Je pense qu'il aurait fait un président moins pire. On va s'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve une prochaine fois très bientôt pour une future vidéo. Salut.